Si ce que je fais n'a pas de sens, c'est une question de survie. Si ce que je fais n'a pas de sens, j'ai l'impression de m'éteindre à petit feu. J'ai l'impression de me soumettre à une autre autorité que moi-même et j'ai l'impression de... En fait, je préfère pas le faire et en subir les conséquences. Bienvenue dans De Vraies Vies, le podcast qui vous embarque pour des aventures inspirantes de femmes qui ont osé changer de vie grâce au voyage. Je suis Anastasia, votre guide curieuse et passionnée de voyage. Du développement personnel aux solutions audacieuses pour donner du sens à nos vies, embarquez pour des récits captivants qui donneront des ailes à vos rêves. Prête pour l'exploration ? Allez, on embarque. Bonjour Pauline, donc tu viens d'avoir 31 ans. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, tu as remis beaucoup de choses en question dans ta vie. Donc tu es de retour à Paris depuis quelques mois, mais tu avais quitté la capitale pour partir à la recherche de toi-même, à la recherche de sens. Et en fait, je vois que remettre du sens un peu dans ce qu'on fait, c'est quelque chose qui revient beaucoup, surtout dans notre génération. Pour toi, pourquoi est-ce que c'est si important aujourd'hui de vouloir remettre du sens dans nos emplois, dans notre vie ? C'est une bonne question. Donc moi, avant, je travaillais dans un groupe bancaire et j'avais fait une école de commerce, j'avais un parcours classique, tout tracé. Et j'avais le sentiment que ce qu'on me disait à l'école, les conseils qu'on me donnait, c'était essaye de trouver un métier où il y a des débouchés et qui est bien payé. Et moi, quand j'avais 18 ans, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'avais des affinités pour certaines choses, mais j'osais pas trop les assumer. Et j'étais une très bonne élève, j'étais très concentrée sur mes cours, sur trouver un métier qui me permettre tout simplement d'avoir une jolie maison ou un joli appartement, de pouvoir gagner beaucoup d'argent pour payer mes vacances, etc. Donc je me suis lancée là-dedans et au bout d'environ 3 ans à travailler vraiment beaucoup en audit interne dans le secteur bancaire, il y a une question que je me suis posée un matin alors que je me sentais vraiment pas bien physiquement, mentalement. Je me suis dit, à quoi ça rime tout ça ? Quel est le sens de tout ça ? Et qu'est-ce que tu fais là ? Et c'est venu comme une sorte de... Ça m'est tombé dessus et j'ai pas pu l'ignorer en fait, cette question. Et là je me suis dit, parce qu'à ce moment-là je me disais, bah voilà, t'as le super salaire, t'as un super appart, tu as la sécurité parce que tu es en CDI, t'as des amis cool, tu sors régulièrement dans des bons restaurants, tu pars en vacances dans des beaux hôtels, mais je me parlais à moi-même en me disant ça, mais au fond de moi, j'avais comme une sorte de vide, de vide intérieur et j'avais l'impression d'être comme une sorte de robot qui accomplissait des tâches les unes après les autres. Et puis je me projetais en fait dans mon avenir et je me disais, si dans 20 ans t'es toujours là à remplir des docs Excel, à écrire des rapports qui sont pas lus, ou des rapports sur la productivité et tout, je juge absolument pas ça a du sens mais pour beaucoup de gens. Mais moi à ce moment-là ça résonnait plus du tout, j'adhérais... Puis surtout, j'avais l'impression, alors ça c'est un autre sujet, mais de servir un système que je critiquais moi-même, en fait. Je me disais, je bosse pour une banque et oui, c'est pratique d'avoir une banque et d'accéder, c'est bien d'accéder à la propriété, tout ça, mais j'avais l'impression que notre société, elle était très orientée profit, productivité, et qu'on oublie un petit peu notre âme, qui on est, notre créativité, qu'il y avait un retour à des valeurs plus simples à avoir. Bref, donc la question du sens, elle m'est apparue comme une évidence, et depuis ce jour-là, j'ai pas pu l'ignorer. Pour répondre à ta question, moi c'est un truc hyper fort, le sens. Si ce que je fais n'a pas de sens, c'est une question de survie. Si ce que je fais n'a pas de sens, j'ai l'impression de m'éteindre à petit feu. J'ai l'impression de me soumettre à une autre autorité que moi-même, et j'ai l'impression de... En fait, je préfère pas le faire, et en subir les conséquences. Et je me suis fait cette réflexion très récemment, et c'est très fort ce que je vais dire, mais je me disais, si demain on me disait Pauline, tu dois retourner dans une grande boîte, là, faire du 8h, 19h, tu n'as pas le choix, t'es obligé de le faire. Je crois que je préférerais presque mourir que de faire. Non, parce que si c'est ça la vie, si la vie c'est de faire un truc qui a pas de sens pour nous, juste pour pouvoir payer nos factures et manger et dormir, si c'est vraiment ça la vie, je vois pas l'intérêt de la vie. Si c'est vraiment ça la vie, ça veut dire que j'ai pas compris ce que c'était que la vie. C'est-à-dire qu'il y a un... Je peux pas croire, en fait, que ça se résume à ça, la vie. Et c'est certainement pas la vie que j'ai envie de mener, quoi.
Voilà. C'est fort ce que tu dis, mais je partage complètement. Alors avant de continuer un peu dans ces questions philosophiques, j'aimerais savoir un peu comment est-ce que c'était ton enfance. Donc tu es née, t'as grandi en Alsace. Oui. Si tu devais te décrire enfant, comment est-ce que tu Ouais. te décrirais? C'était quoi tes rêves quand tu étais petite? Ok. Alors, j'ai des très très beaux souvenirs quand j'étais, on va dire, à peu près en école maternelle, école primaire. Je garde des souvenirs magnifiques de... En fait, je me sentais très connectée à la nature, en fait. J'allais beaucoup chez ma grand-mère qui habite un petit village en Lorraine. Elle a une maison avec une grande forêt. Enfin, c'est vraiment un petit village. Et j'ai des souvenirs où j'y allais, où je restais beaucoup à jouer dans les arbres. J'adorais grimper aux arbres, respirer le parfum des fleurs. J'étais beaucoup dehors. Mais même, même moi, j'ai grandi dans une maison, dans un village aussi, autour de champs. Et j'ai le souvenir de beaucoup de moments de connexion à quelque plus grand, à un tout. J'avais l'impression de... Tout le monde me disait que... À l'école, on me disait que j'étais rêveuse, mais c'est vrai que j'avais vraiment des sortes de... Ouais, je me sentais appartenir à un autre monde. Et ensuite, il y a eu le collège. Et j'ai envie de dire que c'est là où il y a une sorte de rupture, avec l'avant. J'ai commencé à mal vivre le fait d'aller à l'école. Et tu parlais de sens tout à l'heure, et c'est là que j'ai senti un manque de sens. Moi qui étais pleine d'enthousiasme, un peu plus jeune enfant. Je me souviens, c'était terrible. En fait, ce qui a été difficile pour moi, j'avais l'impression de vivre comme beaucoup d'autres élèves peut-être ont pu le vivre. Moi j'avais peur d'aller au collège. Je me faisais parfois embêter par d'autres élèves. Voilà, je me disais, mais c'est quoi ce monde? Dans quel monde on vit? Puis je voyais les profs... C'est la loi du plus fort. Tout à fait, la loi du plus fort, la compétition. Après, moi, j'étais un peu première de classe, donc j'étais aussi beaucoup plus emmerdée par d'autres élèves, parce que j'étais celle qui était devant, etc., l'intello. Et en fait, je comprenais plus rien, parce qu'en fait, je me disais, d'un côté, mes parents me disent qu'il faut que j'ai des bonnes notes, du coup, je vais bien travailler, je vais avoir des bonnes notes, sauf que je me fais attaquer, à cause, limite un peu pour cette raison, par d'autres élèves, et ça me fait souffrir. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour... Enfin, je comprenais pas en fait. J'étais un peu en mode, mais enfin, comment est-ce qu'on peut être bien dans ce monde? C'est quoi le bug dans le monde dans lequel je suis en train de vivre? Et bien sûr aussi dans mon monde intérieur aussi, dans mon monde extérieur, il y avait vraiment des choses que je vivais pas bien. Et c'est là aussi où je me suis j'ai commencé à me poser des questions. Et ça... Voilà, pour tout te dire, en fait, j'allais à l'école, mais je me levais chaque matin, j'avais pas envie d'y aller. En fait, je commençais déjà quand même à me questionner sur ce monde-là, mais c'était sans forcément avoir de réponse. J'avais un journal intime à l'époque, et j'ai relu récemment quelques pages de ce journal, et il y avait quand même ces questions un peu sur... Et puis surtout aussi sur moi, forcément, comme j'en parlais pas autour de moi, je pensais que c'était de ma faute, en fait, ce qui m'arrivait. Mais je m'adressais à mon journal intime, et maintenant je peux en reparler, je m'adressais à mon journal intime comme une part... Enfin, presque comme à une part de moi-même, mais on pouvait même peut-être appeler ça quelque chose de divin, quoi. Enfin, une autre... Maintenant, avec du recul, je me rends compte que c'était presque comme Dieu, quoi, pour moi, le journal intime. Ça m'a beaucoup aidée, d'ailleurs, je pense. T'avais quoi comme question, par exemple? En fait, j'écrivais ce que je vivais, et je me confiais à ce journal, et les questions que je pouvais poser, c'était pourquoi les gens sont si méchants? Enfin, ça pouvait être plein de choses, ça pouvait être comment faire pour être heureux. Ah oui. Ça a commencé tôt. Est-ce que le voyage, ça a toujours été quelque chose qui a été présent dans ton enfance? Est-ce que tu as eu l'occasion un peu de voyager? Pas tant que ça. En fait, dans mon enfance, l'été, mes parents nous emmenaient En fait, ils nous emmenaient souvent sur la Côte d'Azur, dans des clubs. Il n'y avait pas la notion de voyage dans le sens découvrir une autre culture. Mais déjà, étant enfant, je me réjouissais. Même si... on était un peu les uns sur les autres à s'étaler au bord de la mer, à avoir des coups de soleil, tout ça. Enfin, même si avec du recul, je me dis c'était quand même spécial. En fait, ça m'a quand même ouverte au voyage parce que ça... En fait, ce que j'aimais bien, c'était aller dans un autre endroit et ressentir comment je me sentais moi en étant dans un autre cadre. Et je me rendais compte que quand je changeais d'environnement, je pouvais devenir presque une autre personne. Je pouvais même recommencer à zéro par rapport à ce que je vivais au collège et au lycée. Et d'ailleurs, souvent, pendant les vacances, c'est à ce moment-là où je me faisais des amis. J'avais l'impression... ça me réconciliait un petit peu avec le bonheur. Enfin, je me sentais beaucoup plus dans la confiance en l'humanité à ce moment-là, parce que je voyais que je pouvais recommencer et me faire des amis, alors qu'au collège, j'étais stigmatisée comme étant... dans la case...
une télo. personne... ouais, un télo, c'est ça. Ouais. Donc j'ai pas été trop ouverte au voyage. En fait, c'est à partir de mes 21 ans que j'ai commencé à voyager dans un échange à l'étranger. C'est ça qui m'a ouverte vraiment à la notion de voyage. Du coup, t'as fait ça dans le cadre de ton école de commerce, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc t'as fait une école de commerce sur Reims, et alors pourquoi t'as fait ce choix? Alors, moi j'étais plutôt une bonne élève et j'étais un peu perdue sur ce que je voulais faire dans ma vie. J'étais tellement concentrée sur avoir des bonnes notes, etc. que je pensais... Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais des questionnements, notamment au collège-lycée, que j'ai tout fait pour pouvoir m'adapter au monde dans lequel je vivais. Donc, et c'était difficile d'ailleurs, ça me prenait beaucoup d'énergie, rien que de... J'étais bosseuse, j'avais fait... Et on m'avait dit, enfin, on m'avait conseillé, à l'époque, que l'école de commerce, il y avait plein de débouchés, que ça allait me permettre d'avoir un métier bien payé, etc. Ouais. Pour mon avenir, que c'était bien et que c'était généraliste, donc je me suis dit, allez, je fais ça. C'est ça. Du coup, à la suite de cette école, tu m'as dit que tu travaillais donc en tant qu'auditrice interne dans une banque. Comment est-ce que tu as eu ce premier emploi? Pourquoi? Oui, c'est une bonne question. Pourquoi? En fait, pareil que quand j'ai décidé de faire l'école de commerce, pendant que j'étais en école de commerce, ce que j'entendais dire, c'est que là où il y avait des débouchés et la chance de trouver un travail bien payé, c'était dans la finance. Donc j'avais pris une option finance en école de commerce. D'accord. Et à ce moment-là, je me suis retrouvée à ce moment-là, je commençais à sentir quand même que j'étais plus branchée sciences humaines que finance. Ça commençait. Mais je me disais... Mais en fait, j'avais peur de pas trouver... Enfin, les RH, tout le monde disait que c'était bouché. Donc j'écoutais un peu ce qu'on disait. Et au final, comme j'adorais voyager à ce moment-là, je voyageais beaucoup. En fait, à partir du moment où j'ai fait cet échange à l'étranger, j'ai continué de faire des voyages ici et là. Dès que j'avais un peu de temps, je voyageais. Et j'adorais ça me faisait un bien fou. Donc je me disais, je vais me trouver un boulot plutôt bien payé avec pas mal de congés, qui soit pas inintéressant non plus, et qui me permette de partir en vacances. Ouais. Je savais qu'au fond de moi ça résonnait pas, mais il y avait pas d'autre alternative à ce moment-là, et donc je me suis lancée là-dedans comme ça. Puis c'est assez simple quand tu sors d'école de commerce d'avoir ce type de boulot, donc c'est vrai que c'est... Ouais. Mais tu t'es jamais posé la question sur ce que tu voulais vraiment faire? Cette question elle est venue par la suite. En fait, je pense que je fermais les yeux et je m'autorisais pas du tout à me poser ces questions-là avant d'avoir commencé à travailler. Après, je savais pas non plus comment ça allait se passer de commencer à travailler. Et puis, mine de rien, c'est toujours... Je pense qu'on a besoin de faire des expériences pour se rendre compte des choses. Et c'est en commençant à travailler vraiment que c'est là où je me suis dit, en fait, c'est ça le monde de l'entreprise qu'on m'a vendu. Enfin, au fond de moi, je savais que ça allait pas être la joie tout le temps, mais là, je me suis vraiment pris en pleine face de me dire... Parce que j'ai été confrontée à plein de choses. Bon, déjà, il y avait des deadlines, des objectifs très ambitieux. Enfin, très difficile à atteindre dans les deadlines. Et après, il y avait aussi le fait de se dire, j'avais l'impression que ce que j'avais appris avant n'était pas forcément complètement utilisé. Il y avait un petit peu de... C'était un peu pipeau, quoi, aussi, ce qu'on faisait. Donc, j'étais pas stimulée comme je voulais. Mais cette question de qu'est-ce que je veux faire vraiment dans ma vie, elle est venue par la suite, quoi. Enfin, j'ai pas vraiment osé me la poser avant. T'as suivi un peu... J'ai les rails, quoi, et puis... l'autoroute. On est nombreuses comme ça. Oui, je pense qu'on est nombreuses, nombreuses, c'est clair. Et à quel moment t'as justement pris conscience que ça allait plus et que là, fallait faire quelque chose? Justement. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es rendu compte de ça? Alors, en fait, quand j'ai commencé à travailler... Parce que j'avais aussi fait un apprentissage pendant l'école de commerce, donc déjà là, je commençais à me rendre compte que... C'était pas trop ce que je voulais faire, voilà. Mais je me disais quand même, peut-être qu'en étant en interne dans une entreprise, ça ira mieux qu'en étant dans un cabinet d'audit. Ce qui est pas complètement faux, mais bon. Mais ça voulait pas non plus dire que ça résolvait... J'ai quand même eu un enthousiasme au début. Je découvrais un domaine, et dans ma personnalité, j'aime bien le changement. Et ce que j'aimais bien, c'était qu'on était envoyés en mission, en fait, tous les 3 mois, dans des endroits différents. J'ai même été envoyée... 3 mois en Nouvelle-Calédonie, par exemple. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'était génial pour auditer une banque en Nouvelle-Calédonie avec d'autres gens. Hein. Mais par exemple, ça nourrissait aussi mon envie de voyage, finalement, ce travail. J'étais envoyée... En fait, j'essayais de choisir mes destinations aussi en fonction de mes affinités. À ce moment-là, je découvrais la plongée sous-marine aussi, quand j'ai commencé à travailler. J'adorais la plongée. Donc j'avais été envoyée en Nouvelle-Calédonie. Après j'avais choisi... tu peux choisir? En fait, oui et non. On peut mettre une liste de préférences. Et si on a des bonnes évaluations, ils nous mettent en général nos préférences.
Et j'ai été envoyée 2 fois à Nice aussi, où du coup j'avais vécu 6 mois à Nice, enfin 2 fois 3 mois à Nice, et là je faisais de la plongée. Enfin, en fait j'avais quand même trouvé un tout petit peu de côté positif, on va dire, à ce travail. Après c'était aussi quand même bien payé. Mais tout ça pour dire qu'au début ça allait, enfin avec tout ce contexte-là ça allait à peu près. Bon, il fallait beaucoup travailler, il y avait des phases où il fallait beaucoup travailler, mais après il y avait des phases où je me reposais beaucoup plus. Et j'avais une part de moi quand même qui était satisfaite de pouvoir avoir un joli appartement. Bon, j'étais en location, mais comme j'avais un bon salaire, je savais que ça me permettait de faire pas mal de choses, donc je complaisais un peu là-dedans. Puis pouvoir prendre un Uber s'il y a besoin. Oui. Ou aller sortir boire des bières sans trop se poser de questions. Tout à fait. Ouais. En fait, justement, moi je prenais presque... Enfin, une période où je prenais le taxi même pour aller en soirée. Et même parfois ça m'est arrivé de le prendre pour aller rejoindre une amie. Enfin, en fait, je comptais pas trop ce que je dépensais. J'étais dans une confiance totale sur l'argent parce que je voyais que je gagnais beaucoup... Enfin, je gagnais bien ma vie alors que j'étais encore assez jeune et tout. Et je me disais, ça c'est le salaire minimum que je vais avoir pendant toute ma vie, donc j'étais vraiment dans un... Il y avait des choses intéressantes quand même, enfin, qui moi à l'époque, je me complaisais là-dedans. Et ce qui a fait que je commence à me poser des questions, en fait, ça a été... déjà, j'ai beaucoup donné, enfin, je me suis beaucoup donnée dans ce travail, parce qu'on travaillait... Les phases où on bossait beaucoup, je pouvais passer des week-ends entiers à travailler, et ça m'arrivait aussi de terminer à 11h du soir, donc c'était quand même très prenant au niveau... mental et physique. Ça empiétait sur la vie personnelle. Complètement. Après, ce qui était, en fait, on va dire un peu sympa au niveau de la vie perso, c'est que je me suis fait quelques amis aussi à ce moment-là dans la boîte, parce qu'on n'était que des jeunes du même âge. Donc il y avait aussi un côté sympa à ce niveau-là qui me satisfaisait. Donc oui, en fait, la vie, il n'y avait plus vraiment de frontières, vie personnelle, vie professionnelle. Mais je dis tout ça parce que c'est pour dire je pense qu'il n'y a rien de blanc ou noir. J'y ai trouvé quand même un peu mon compte à certains moments dans ce travail. C'est ce qui a fait aussi que je tienne finalement 6 ans en tout, là-dedans, si tu comptes vraiment tout. Mais au bout de 3 ans, l'électrochoc, ça a été... j'ai été envoyée en mission... donc j'étais à Nice à ce moment-là, il y avait énormément de travail. Je commençais à lâcher physiquement. Je me levais le matin, j'arrivais plus à réfléchir, j'avais besoin de vraiment une énorme dose de café, de guronzan, je me shootais vraiment. J'ai pas pris de drogue, mais c'était des drogues modernes que tout le monde prend en fait, mais qui restent quand même une forme de drogue, vu la quantité que je prenais, enfin j'en avais besoin pour tenir. Et à ce moment-là, je commençais à me dire, bon déjà j'avais du mal à réfléchir, et j'observais à ce moment-là aussi... en fait, j'essayais de me projeter même au niveau de ma boîte, et je me disais, moi, j'ai pas forcément envie d'être à la place de ces personnes qui sont haut placées. Ça me fait pas rêver, quoi. Enfin, ça me fait pas vibrer. Et voilà. Et l'électrochoc, ça a été, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je me suis levée un matin, et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a fait que tu te retrouves ici ? Pourquoi tu fais ça ? Et il y a eu cette première question. Et ça a été assez vite répondu, parce qu'en fait j'ai quand même eu un élan d'honnêteté envers moi-même, de me dire oui tu fais ça parce que t'as voulu te rassurer à choisir un boulot bien payé, ça faisait plaisir, c'était bien vu au niveau de la société, c'était bien vu au niveau de ton environnement, tout ça. Et après dans un second temps j'ai eu la question qui est venue, du coup qu'est-ce que tu fais de ta vie quoi, pourquoi tu restes? Oui, voilà. À ce moment-là, de toute façon, à partir du moment où j'avais répondu honnêtement à la question de qu'est-ce que tu fais là, je savais que j'allais partir. C'est déjà pas évident. Et non, c'est vraiment une première étape. Parce que on arrive bien à enfuir le problème ou à se rassurer soi-même. Bien sûr. Et quand ça ressort, c'est vrai que ça ressort souvent un peu brutalement, quoi. Oui. Et la deuxième question, ça a été qu'est-ce que tu vas faire de ta vie si tu restes pas là ? Alors, on va revenir dessus tout de suite. Tu parlais du travail, et donc tu as une page Facebook qui s'appelle Across the Worlds, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ça veut dire à travers les mondes en anglais, avec un S à Worlds. Tu as fait un article à ce sujet, enfin tu as écrit un texte, où tu dis que le mot travail vient du latin tripalium, et c'est en fait le nom d'un instrument de torture. Donc je l'apprends. Et tu parles également d'un texte de Khalil Gibran. Alors, j'ai créé cette page Across the World parce que j'avais pris une année sabbatique au moment où je commençais à aller plus très bien physiquement et psychologiquement au travail. Et à ce moment-là, j'ai interviewé des gens leur demandant c'est quoi le bonheur, c'est quoi Dieu. Justement, j'avais besoin de poser les questions que je me posais à des gens pour trouver aussi des sources d'inspiration. Et je l'ai partagé ces vidéos sur cette page
que j'ai créé par la suite, Across the World, où je partage des extraits d'interviews, des interviews que j'ai fait de gens un peu partout dans le monde, sur le bonheur notamment et la spiritualité. Et ce texte, en fait, ça m'a beaucoup marqué de Khalil Gibran dont je parle. Alors, si je me souviens bien, le texte, c'est le travail et de l'amour rendu visible. Et en fait, ce qu'il dit dans ce texte, Khalil Gibran, il dit si vous n'êtes pas capable de travailler avec amour, il vaut mieux pour vous ne pas travailler du tout et demander l'aumône. Et à l'époque, c'était l'aumône. Aujourd'hui, on pourrait dire, je sais pas, on pourrait dire c'est le RSA, quoi. Si on veut faire le parallèle, quoi. Ouais. Mais en fait, il le dit clairement dans son livre, et je trouve que c'est un texte magnifique. Enfin, ça a vraiment résonné en moi quand je l'ai lu, quand il disait... il donne un exemple, il dit si le boulanger pétrit le pain avec haine, en mettant une énergie qu'il a pas envie de faire ça, ça va se ressentir dans le pain qu'on va manger, ça va être du poison pour les gens qui vont le manger. Donc si on n'arrive pas à travailler avec amour, mieux vaut pas travailler et attendre de trouver ce qui fait qu'on pourra le faire avec amour. Et c'est complètement... je sais que ça va un peu à contre-courant, mais c'est complètement dans ma philosophie. Enfin, je l'assume, mais je suis persuadée que... En fait, on fait pas du bien à ce monde en se forçant à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Au monde et à soi-même aussi, c'est important. Ouais, aussi. Complètement. Et surtout à soi-même. Mais je dis au monde parce que, en fait, on a tendance à, je trouve, dans notre société, à idolâtrer un peu les gens qui se sacrifient pour leur travail. À les admirer, à galérer, c'est dur pour elle en chie, quoi. Mais c'est génial pour le monde qu'elle fasse ça. Et ça, ça a tendance à me faire... voilà, ça me fait hérisser les poils. Enfin, je sais pas comment dire, mais je pense que quelqu'un qui fait quelque chose alors qu'elle se force et que c'est dur et qu'elle a pas envie, alors ok, il y a une belle qualité de persévérance, mais je suis pas sûre que ça fasse du bien non plus au monde. Évidemment, à elle-même, ça lui fait peut-être pas du bien, mais pas non plus au monde. Alors après, je pense qu'on est très nombreux, et c'est ce que je disais dans ce texte, on est très nombreux dans ce monde malheureusement, à faire un travail qu'on n'a pas envie de faire, et c'est pour moi, il y a tout un changement de société qui est en train de s'opérer aujourd'hui, et qui, j'espère, va se mettre en place, où, enfin, moi, j'aurais envie de croire en une société où, déjà, on aurait des besoins primaires satisfaits, il y aurait peut-être un revenu universel qui serait le même pour... Enfin, qui permettrait aux gens d'avoir au moins des besoins primaires satisfaits et qui leur permettrait peut-être d'avoir le choix de travailler ou non. Mais travailler, quand ils le décideront, ce sera quelque chose qu'ils auront vraiment, vraiment envie de faire. Qu'on soit moins dans la consommation aussi. Enfin, moi, je suis vraiment dans une remise en question de mon mode de vie depuis quelques années. Et je me rends compte que peut-être que... Enfin, là, aujourd'hui, je vais plus chez Monoprix, par exemple. Enfin, j'essaye de faire mes courses... auprès de... Dans mon idéal, j'aimerais faire mes courses directement auprès de producteurs. Ça, ce serait l'idéal. Bon, aujourd'hui, je vais quand même dans des magasins bio, des Biocop et tout. Mais j'ai l'impression que les gens qui travaillent dans ces endroits, ils le font beaucoup plus par choix et qu'il y a une autre ambiance et il y a quelque chose de familial et de... Enfin voilà, donc, tout ça pour dire que je suis très idéaliste, mais j'ai vraiment envie de... Enfin, ma vision du travail, ce serait de l'amour, en fait, qu'on donne. En fait, c'est quelque chose qu'on apporte à la société dans laquelle on vit et qui vient du cœur. C'est beau, t'as justement écrit « J'ai constaté que je n'étais pas la seule, loin de là, à œuvrer sans joie. Je me faisais la réflexion récemment sur comment serait le monde si chacun travaillait dans la joie et se sentait à sa place. » C'est exactement ça, en fait. Ouais, tout à fait. C'est beau, c'est bien dit. Merci. Tu me disais tout à l'heure que t'as repris des études donc de psychologie. T'as commencé en 2013. Pourquoi est-ce que t'as fait ce choix de reprise d'études et en parallèle, en plus de ton taf qui te prenait déjà du temps, apparemment? Oui. Alors, dans le moment où j'ai eu où je pense que j'ai vraiment frôlé le burn-out, même si je l'ai pas complètement... Enfin, je sais que dans un burn-out, il y a cette forme de... Les gens sont souvent paralysés ou autre. Moi, j'étais juste un peu comme un légume. Enfin, c'est très similaire au burn-out. Je peux me dire que c'était un burn-out. Ou c'était juste la phase avant. Enfin, après, je pense aussi à plusieurs degrés de burn-out, parce qu'on est tous très différents. Mais en tout cas, j'étais vraiment pas bien. Et donc, je me suis posé la question de... du coup, qu'est-ce que tu peux faire dans ce monde ? Et là, ça a été comme une évidence. Il y a eu la psychologie qui s'est imposée à ce moment-là à moi. En fait... Ce que j'ai pas dit, c'est que en fait, je lisais des livres de Christophe André, des livres de psychologie, d'autres psychologues ou psychiatres, notamment Tal Ben-Shahar aussi aux États-Unis, c'est un professeur de bonheur à Harvard. Enfin, je lisais plein de livres sur la psychologie, le bonheur dans mon coin, j'en parlais pas beaucoup autour de moi, mais ça me faisait beaucoup de bien.
En fait, ça a vraiment été ces livres de Christophe André sur les émotions, les états d'âme, ça m'avait vraiment... Je trouvais ça magnifique, ce qu'il écrivait dans ce livre. Et je lisais dans mon coin ces livres et ça me faisait du bien, ça m'aidait à trouver des réponses, en fait. Ça me calmait un peu l'esprit. Et quand je me suis posé ces questions sur quoi faire de ma vie... Ah oui, il y a un autre truc, je regardais l'émission Toute une histoire. Le plateau de Toute une histoire, il y avait il y a une psychologue à chaque fois qui intervient. Et les psychologues de l'émission, quand ils intervenaient, je trouvais que ce qu'ils disaient, ça me paraissait tellement juste, tellement bien dit. J'avais eu de l'admiration pour ces femmes. Et donc dans ce moment difficile, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et ben là, je me suis dit, bah oui, en fait, psychologue, c'est un métier. Et je peux le faire en fait. Et en fait, à ce moment-là, bon, ensuite il y a eu une deuxième phase, je me suis dit, je peux pas passer 5 ans de ma vie sans gagner d'argent, parce que c'est 5 ans d'études, je m'étais renseignée à ce moment-là. Et après, ça a été... Enfin, la vie, parfois, elle est hyper bien faite, elle est hyper fluide, là, il y avait une fluidité incroyable. Parce que quand j'ai commencé à me dire ça, là, 2 semaines après, je suis allée à une conférence qui s'appelait Oser le changement. D'accord. J'avais vu ça a été proposé d'ailleurs par mon école de commerce à l'époque, il y avait des conférences organisées, et cette conférence Oser le changement, le formateur était génial d'ailleurs, et à la fin de la conférence, j'ai rencontré une fille, et je lui ai dit, bah ouais, mais en fait, j'aimerais bien changer, j'aimerais bien être psychologue, mais ça va être compliqué, parce qu'il y a quand même 5 ans d'études, je dois aller en cours, quoi. Et je peux pas ne pas gagner d'argent pendant 5 ans. Et là, elle m'a dit, bah en fait, je sais pas si tu savais, mais tu peux faire à distance, toute ta licence à distance. D'accord, ok, ouais. Et là, le lendemain, j'ai appelé l'école à distance, enfin l'université qui le proposait, et ils ont accepté ma candidature, même si ça faisait 2 mois que c'était dépassé la date limite. J'avais appelé et j'avais dit, non mais vraiment, moi, ce métier, je veux le faire, quoi. Enfin, ça me passionne. Ça montre ta motivation, du coup. Et la personne du secrétariat m'a dit, bon bah vous le dites à personne, mais... j'accepterai votre dossier. Je crois qu'on a été fin octobre en fait. Génial. C'est absolument dingue. Ouais, non mais tout c'est vachement bien goûté. Comme quoi. Parce que des fois on se dit, bah non, je vais pas oser, je vais pas postuler parce que c'est trop tard. Ou... Ouais, alors que parfois les choses, les portes... Et là je pense qu'il y avait quelque chose qui s'est ouvert et j'avais plein de questionnements sur l'être humain et la psychologie, je voyais ça comme une façon de pouvoir trouver des réponses. En même temps, je gardais mon travail et j'étudiais la psycho. Alors après, il y a eu une phase difficile, ça a été pendant la première année, il fallait gérer tous les deux. Mais en même temps, comme j'avais ce nouveau projet de psycho, je cherchais plus à être la meilleure... D'accord. En fait, j'avais un peu lâché... Enfin, pas complètement, je faisais ce qu'il fallait faire, mais je bossais plus jusqu'à minuit, quoi. Je bossais un peu moins. Donc je me suis libérée un peu de temps pour étudier. Mais au début, en plus, quand j'ai commencé, je trouvais ça super. C'était une bouffée d'oxygène d'étudier la psycho. Et et après, je suis partie en année sabbatique pendant ma deuxième année. Ouais. Donc, j'ai réussi à trouver certains arrangements qui ont fait que ça allait à peu près. Et quand je suis rentrée dans l'année sabbatique, j'ai changé de... Je suis passée dans... Enfin, j'étais plus auditrice interne, j'étais responsable projet... Voilà, j'avais changé de travail. Et à ce moment-là, j'avais réussi à être au 4-5e, donc j'arrivais à gérer un peu comme ça. D'accord, ça a été toute une organisation. En fait, je dis aussi ça pour montrer qu'il y a toujours plein d'options possibles, quoi. Enfin, il y a l'année sabbatique, il y a se mettre à mi-temps ou au 4-5e. Enfin, il y a plein de façons. En fait, je pense que la société dans laquelle on vit, elle a beaucoup de défauts, mais il y a quand même des choses qui sont possibles aujourd'hui quand on veut changer de vie, qu'on peut mettre en place, des trucs à activer, quoi. Et justement par rapport à ça, donc tu disais t'as quitté une première fois ton travail et donc t'es partie dans le cadre d'une année sabbatique. Pourquoi est-ce que t'as pris une année sabbatique ? Alors, pourquoi t'as pas tout quitté ? Bonne question. Est-ce que c'est difficile de tout quitter ? Oui, je crois, ouais. Je crois que c'est pas facile de tout quitter. Oui, alors en fait j'ai pris une année sabbatique. À ce moment-là j'adorais voyager comme je le disais. Et j'adorais la plongée aussi, et puis j'avais des envies de faire plein de trucs. J'avais envie de faire une mission humanitaire par exemple. Enfin j'avais des envies qui étaient là. Et je me disais, ce serait génial d'avoir 1 an pour réaliser tous ces projets. Et puis je me suis dit, en plus il y aura la psycho, je pourrais étudier la psycho, et en plus il y aura ce projet d'interview qui me tenait à cœur. Je pense qu'en fait, au fond, j'avais peut-être peur de tourner un peu en rond, c'est vrai. Et oui, j'avais peur de tout quitter à l'époque, parce que la psycho, je savais qu'il me restait au moins 4 ans encore à faire sur les 5. Et je me disais, oui, faut bien que tu gagnes ta vie. Enfin, j'aime pas ce mot, gagner sa vie, parce que pour moi, il n'y a pas sa vie, on n'a pas à la gagner. Enfin, comme si on devait vraiment gagner sa vie, alors que ma vie, on l'a déjà, et on n'a pas à la gagner, et on peut décider ce qu'on veut en faire. Mais... Donc j'aime pas trop cette expression, même si je l'utilise beaucoup et qu'on l'utilise beaucoup. Je m'étais dit, il faut bien que je gagne de l'argent pour pouvoir satisfaire mes besoins pendant ces 4 ans. Donc à ce moment-là... l'année sabbatique, ça me permettait de garder encore un petit peu de contrôle sur
le fait que j'allais rebosser et que je pouvais regagner de l'argent. Ça me rassurait en fait. C'était une durée déterminée. Ouais. Ça reportait un peu... Après, à ce moment-là, j'avais quand même ce projet très clair. Je me disais, je vais être psychologue. Donc, je me voyais psychologue. Mais au moins, ça répondait à la question financière, quoi. Donc, après cette année sabbatique, je suis revenue dans mon ancien travail. Et c'est là où je me suis pris encore plus fort. Pendant l'année où j'ai voyagé, je voyais d'autres façons de vivre. J'ai découvert... donc ça, c'est un autre sujet, mais il y a eu des... Enfin, j'ai découvert qu'en voyageant, on pouvait se sentir un peu mal parfois. Enfin, ça aussi, ça a été tout un apprentissage. De me dire que oui, je pouvais être hyper déprimée tout en voyageant, parce qu'en fait, on a tous en nous... Comme disait Tal Ben-Shahar, c'est d'ailleurs un livre que j'aimais bien aimer, il disait que le bonheur est transportable. Tout comme le malheur. Donc en fait on le porte en nous, donc en fait on peut avoir des moments difficiles même en étant sur une plage paradisiaque. Exactement, il y a eu des moments pas évidents, mais après il y a eu pendant cette année j'ai quand même découvert ce que c'était que de pouvoir aller à mon propre rythme et réaliser des projets comme ces interviews. Je me rendais compte que j'étais plutôt de façon autonome en fait, j'arrivais à faire pas mal de choses. Et je me suis retrouvée là à devoir écouter ce que me disait un chef, et je sentais qu'il y avait quelque chose avec la hiérarchie qui me dérangeait, et j'ai eu beaucoup de mal à me réadapter en fait au monde de l'entreprise. Ça demandait beaucoup d'efforts pour moi de me lever tous les matins, d'aller travailler de telle heure à telle heure, surtout pour faire quelque chose qui pour moi n'avait pas tant de sens que ça. En fait je me disais bah si tu le faisais pas la Terre elle s'arrêterait pas de tourner, qu'est-ce que ça changerait, et j'avais pas l'impression que ça avait vraiment du sens de me lever le matin. En fait, de comprendre encore plus dans mes tripes à quel point j'avais pas ma place dans ce mode de vie et de travail. Et surtout en fait, j'étais encore plus sûre à ce moment-là que il y avait d'autres choses il y aurait d'autres choses que je pourrais faire qui m'intéresseraient beaucoup plus, et que de faire ce que je faisais à ce moment-là. Donc déjà qui m'intéresserait plus, et aussi où je serais... beaucoup plus heureuse de me lever le matin, et même motivée quoi. Motivée. Ouais, et puis il y avait aussi le côté indépendance. J'ai senti qu'il fallait que je travaille de façon plus indépendante en fait. J'ai senti que c'était... Il y a aussi un truc qui m'énervait, c'était le présentéisme. Ah oui, alors le truc où si tu pars à 18h on te dit bah alors t'as pris ton après-midi. Ouais. Et alors ça c'était vraiment le truc qui m'énervait, parce que j'étais là, je me dis mais en fait j'ai fini, là je suis là mais je sers plus à rien, mon cerveau il est off, enfin je suis vraiment inutile quoi. Donc mais en fait tu restes parce qu'il y a la pression sociale de si tu pars maintenant, bah c'est trop tôt et du coup les gens ils te regardent, et ça c'est un truc qui me... Ah mais pourquoi on fait ça? C'est terrible. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, je supportais pas ça non plus. Mais il y a plein de choses que je supportais pas. En fait, je produisais des choses, donc par exemple un rapport sur la productivité. Je donne un exemple. Bah en fait, je produisais ce truc, et déjà en le faisant, j'avais l'impression de déranger les gens en leur demandant des infos. Ensuite, ce rapport, il était lu en diagonale. En fait, il était même pas toujours lu, mais il devait être produit parce que ça avait été décidé comme ça. Ouais, c'est ça. En fait, je me disais, là, je travaille vraiment pour l'argent. Et ça suffisait, c'est juste pour gagner. Suffisait pas. Et surtout aussi, j'ai pris conscience que c'était pas bon pour moi, je suis très orientée santé. J'ai toujours eu envie d'aller vers plus de santé. Et je sentais bien que... En fait, ça me demandait beaucoup d'énergie, beaucoup de fatigue, ça me fatiguait, ça me prenait beaucoup, et je me disais, cette énergie-là, je peux pas la mettre dans des choses qui ont du sens et qui me plaisent. Donc c'est pas un bon calcul. Exactement. Parce que tout le monde me disait, tu peux rester dans ton travail, et tu peux mettre en place les projets qui te font rêver. Pourquoi tu ferais pas ça? Fais-le en parallèle quand tu rentres à 21h. Fais-le quand tu rentres le soir et le week-end. Et en fait, ce que les gens comprenaient pas, et ce que moi, en fait, j'avais envie de répondre, c'est que toute l'énergie que me prenait mon travail, après, il fallait que je récupère de cette journée de travail. Et je pense qu'on a quand même tous un quota d'énergie, quoi. Enfin... Et ce quota, il était quand même complètement mangé par le travail que j'avais. Je constate que si j'ai le temps de faire les choses, que j'ai plus d'énergie à mettre dans des choses qui ont plus de sens, et ça avance mieux. Il y a souvent le modèle des entrepreneurs qui ont commencé leur boîte en parallèle de leur boulot, qui font ça le week-end, le soir. Et moi, à chaque fois, je suis impressionnée, mais en même temps, je me dis, comment est-ce qu'ils font, quoi? T'as plus de vie perso, tu dors plus, moi je sais que j'ai besoin de dormir. Ouais, moi aussi. Donc c'est juste ça. Je pense aussi qu'on est tous faits différemment. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin
On est tous différents. Il y a peut-être des gens en effet qui carburent plus, qui ont plus de feu, plus de... Même en termes de... Même dans... Enfin je l'ai vu parce que j'avais fait un peu d'Ayurveda, enfin j'étais allée dans un centre d'Ayurveda et on a tous plusieurs constitutions différentes. Il y a des gens s'ils ont plus de feu en eux. Moi je sais que j'ai beaucoup d'air par exemple, je suis très aérienne. Comment tu sais ça? En fait c'est un sujet passionnant. Les doshas, ça s'appelle... En fait dans l'Ayurveda on considère que les 5 éléments présents dans la nature on les a en nous. D'accord. Et tu peux découvrir ton profil ayurvédique, il y a des questionnaires sur internet mais bon, en allant voir un praticien il peut te le dire assez facilement. Mais les 3 principales doshas c'est Vata, Pitta, Kapha. Vata étant l'air, Pitta étant le feu, et Kapha étant plus la terre. Donc il y a quand même des façons d'être au monde, et je trouve ça passionnant. Donc par exemple, les Vata, ils sont beaucoup dans le monde des idées, de la conception, de l'air. Des gens qui ont beaucoup d'idées, qui ont beaucoup de... Et ils ont besoin de mouvement, en fait. Après, les Pitta, c'est le feu, donc c'est des gens qui vont être beaucoup dans la mise en place dans la matière, dans l'action. Et c'est des gens qui vont être souvent... des managers, des gens très entreprenants et qui ont une grande capacité de travail. Et après, t'as les Kapha qui sont plutôt terre, et eux, ils sont plus dans l'ancrage et dans la mise en place de projets sur le long terme. Ils sont moins dans le mouvement comme le Vata. D'accord. Et ce qui est passionnant, et ça c'est une parenthèse, c'est que dans une entreprise par exemple, même pas dans une entreprise, mais si tu penses à un projet par exemple, le Vata ça va être celui qui va avoir l'idée, qui va dire voilà on va pouvoir faire ça. Le Pitta il va mettre en œuvre le truc, et le Kapha il va maintenir dans le temps le projet. Donc on a vraiment besoin de tout dans la nature. Tu peux pas être les 3. Et en fait t'as les 3, on a tous les 3 en nous. D'accord. Mais en des proportions différentes. Et moi je sais que j'ai beaucoup de Vata par exemple, c'est ma dominante. C'est plus des dominantes, mais on a tous en nous, on a tout en nous. Mais moi je sais que le feu, par exemple, le feu du Pitta qui fait plein de trucs et tout, moi j'ai beaucoup moins de feu que d'autres personnes. Et puis aussi comme quand on a le côté air, l'énergie elle a tendance à s'éparpiller aussi pas mal dans plein de choses, dans plein de pensées, dans plein de projets, donc... mais il y a tout ça pour dire que je pense qu'il y a des gens qui sont faits différemment, qui vont faire plus de choses, qui pourront peut-être faire ça, mais ce qui compte c'est de s'écouter soi. Enfin, je trouve ça génial de voir parce que en fait moi en 2013 ça a été mes premières prises de, on va dire c'est là où j'ai pris cette année sabbatique. À cette époque-là, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas tant de gens que ça qui partaient en tour du monde ou qui quittaient leur boulot. En 2013, plus, il y a 5 ans, enfin j'avais l'impression, mais d'ailleurs ça étonnait quand même beaucoup les gens autour de moi et ça. Mais là aujourd'hui, mais je vois, enfin énormément de gens font ça, enfin on le voit sur et je pense que il y en a de plus en plus, et on est en train d'atteindre une masse critique, et ça c'est ça qui est beau, de gens qui veulent vivre de vraie vie justement, qui veulent vivre leur vraie vie à eux et qui les rend heureux, et c'est beau quoi. On est en train d'aller vers ça, enfin je pense de plus en plus. Donc moi je faisais de l'audit interne, et j'avais passé un concours pour être prise, le concours dans l'inspection générale quoi. Voilà, c'était un concours un petit peu sélectif, voilà, je mets ça entre guillemets. C'est une fierté quand tu l'as ou... Ouais, il y a tout un système qui fait que t'es vraiment fière quand t'es pris, et t'es... Enfin voilà. Mais en fait ce qui était intéressant c'est que quand j'ai quitté ce service, j'avais eu des discussions avec des gens qui étaient dans les RH qui disaient que il y avait moins de jeunes qui postulaient qu'avant. Donc en fait, le taux de sélection, il baissait finalement. Enfin, au lieu d'avoir une chance sur 10 d'être pris, t'avais une chance sur 7, t'avais moins de candidats. Et ils se posaient des questions, ils disaient mais comment ça se fait qu'il y ait moins de candidats d'année en année quoi. Et en fait, moi au fond de moi, ça me faisait sourire parce que je me disais c'est au bon signe. Je pense que les gens aujourd'hui, on parle beaucoup de génération Y, et je pense qu'en effet les jeunes qui sortent d'école aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans, ils sont moins prêts à bosser comme jusqu'à minuit, à bosser des week-ends entiers, sacrifier leur vie privée. Ouais, je pense qu'ils se questionnent beaucoup plus sur l'équilibre vie privée et vie professionnelle, et il y a certains boulots qu'ils sont pas prêts à faire même si c'est bien payé. Et c'est super intéressant de voir ça. En fait tout ce parcours, ces études que j'ai faites, je peux pas dire que je le regrette en fait, parce que c'est des expériences qui m'ont appris des choses, qui m'ont forgé, qui m'ont permis aussi en fait je pense qu'on a besoin d'expérimenter dans tous les cas pour savoir ce qu'on veut, donc ça m'a permis d'expérimenter ça, ce mode de vie, et aussi ça m'a permis de gagner pas mal d'argent, et ça m'a aussi permis de me prouver à moi-même que je pouvais gagner de l'argent. Donc en fait je pense qu'aujourd'hui si j'ai eu le courage de lâcher ce boulot, ça aussi, c'est peut-être aussi parce que finalement je me suis rassurée moi-même en voyant que oui, je pouvais gagner de l'argent, oui, j'ai de l'argent de côté,
C'est un sujet particulier pour moi, tout ça. Je me pose plein de questions aussi sur l'argent. Mon objectif, et je pense que le tien peut-être aussi, mais moi j'ai vraiment envie de trouver un moyen de vivre une vie où je puisse bosser à mon rythme et être dans la joie de faire ce que je fais. Donc ça, c'est vraiment 2 choses hyper importantes. En fait, je suis sur le chemin depuis quelques temps de créer ça, mais je prends conscience que c'est un chemin et je prends conscience que ça peut prendre un peu de temps à se mettre en place. Et aussi, il y a plein de croyances En fait, on a plein de croyances qui sont ancrées en nous sur le travail et sur la vie et tout ça. Qu'il faut déconstruire. Ouais, exactement. Et ça peut prendre du temps de déconstruire tout ça. Et je pense qu'en fait, il y a une résonance entre nos croyances et notre réalité. Et moi, encore aujourd'hui, je me rends compte que j'ai des peurs, des blocages, c'est tout bête, mais vivre de quelque chose qui me passionne et pouvoir bosser quand je veux, où je veux... J'ai encore un peu du mal à y croire. Enfin, il y a une part de moi qui y croit pas complètement. Alors que j'ai des exemples, et d'ailleurs j'espère en rencontrer de plus en plus. Et puis toi, sur ta page aussi, avec ton podcast, tu en rencontres. Je sais que c'est possible, mais je sais aussi que je pars de loin parce que j'ai tout un inconscient familial qui est ancré en moi. Et je pense que c'est important d'être patient. Enfin, là, par exemple, dans mon cas, la psycho... je sais pas encore comment je vais l'utiliser dans tout ce projet. Je suis pas sûre de forcément faire un métier à la fois. D'accord, toute ma vie en plus. Ça aussi. Mais il y a un terme, c'est le terme de slasher qui commence à émerger. Et je me reconnais beaucoup dans ce terme-là. En fait, je pense que je me vois vraiment faire plusieurs choses qui vont se compléter mutuellement. Et je pense que j'ai besoin de faire plusieurs choses différentes. Sinon, je peux rapidement m'ennuyer. Et je pense que ces choses-là peuvent se nourrir entre elles. Tu vois, par exemple, les interviews que je fais, c'est hyper lié à la psycho. Parce qu'en fait, t'as toute la partie conduite de l'entretien, écoute, qu'il y a dans la psychologie. Et puis les entretiens que je fais de toutes ces personnes, ça va nourrir, si je deviens psychologue, ça nourrira aussi mon rapport aux gens quand je serai psychologue. Et tout ce que j'apprends en psychologie, parce qu'il y a aussi des choses intéressantes, évidemment, ça me sert pour les entretiens que je fais... pour cette page Across the Worlds par exemple. Je pense que tout est lié et on peut avoir plusieurs activités qui se rejoignent. Comment est-ce que tu définis ton projet Across the Worlds et comment est-ce qu'il est né ce projet? Across the World, c'est né de questionnements en fait. Je travaille, comme je le disais, je travaille dans le secteur bancaire et je me posais plein de questions et je me disais c'est quoi finalement le bonheur, c'est quoi... Est-ce qu'il y a un dieu? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Enfin, c'était des questions vraiment qui allaient loin, même dans le métaphysique. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que... Et puis, quand j'ai fait un voyage dans plusieurs pays dans le monde, et là, je me suis dit, je vais aller poser ces questions aux gens. Ces questions qui me tiennent à cœur, je vais aller les poser aux gens que je rencontrerai. Et c'est venu comme ça, en fait, de cette envie de se dire, en fait, je me pose des questions, j'ai envie d'aller interviewer les gens, et j'ai envie d'en faire des vidéos pour que ça puisse inspirer d'autres aussi, quoi. Et dans tout le processus de faire ces vidéos, finalement, d'en faire un truc un peu matériel, parce que j'aurais pu aussi faire ce voyage sans interviewer les gens, juste en leur demandant directement. Mais en fait, je me suis rendu compte que tout ce processus de le filmer la personne, de sélectionner ce que j'allais publier et de le publier, et du coup, ça m'a énormément apporté, parce qu'il y a eu énormément de rencontres que j'ai faites via cette page, d'ailleurs. Tu m'as contacté via cette page, tout à fait, toi aussi. Toi, pareil, c'est ça, et ça c'est magique, je trouve, parce que ça me permet de rencontrer des gens avec qui je suis sur la même longueur d'onde. Donc il y a déjà eu plein de rencontres avec cette page, et puis après il y a eu la satisfaction de se dire que je suis allée au bout de quelque chose. J'ai mis dans la matière quelque chose qu'il y avait en moi, c'est vachement satisfaisant, je trouve. Et ça a pu apporter quelque chose à d'autres personnes, en tout cas une inspiration, quelle qu'elle soit. Donc je partage sur cette page des extraits d'interviews et puis des petites vidéos thématiques. Par exemple, à un moment, j'avais fait une petite vidéo « C'est quoi Dieu ?» Toutes les réponses des gens, je les avais mis bout à bout. Où il y a la question du bonheur, parfois je partage des interviews un peu plus longues d'une personne en particulier qui m'aurait marqué. Et quand je suis partie sur le chemin de Compostelle pendant 4 mois, j'ai marché sur ce chemin en sac à dos, là je me suis dit je vais aller interviewer des pèlerins pour leur demander pourquoi ils marchent. Et en leur posant aussi des questions plus philosophiques sur le sens de la vie. Et j'ai eu l'idée à ce moment-là, en marchant, de carrément faire un film. Et c'est venu... en fait, je me suis... À force de faire des interviews que je trouvais vraiment intéressantes, à un moment, je me suis dit, là, il y a peut-être un film à faire. Je me suis dit, c'est dommage d'avoir que des gens finalement à part comme ça qui parlent chacun. Je me suis dit, j'ai vraiment envie d'en faire un film. Alors, je savais pas du tout combien de temps il durerait, je savais pas du tout ce que j'en ferais. Mais je me suis dit ça en marchant.
Et puis après, la vie est bien faite, puisque comme par hasard, j'ai rencontré quelqu'un qui était intéressé par ce projet et qui s'est plutôt bien filmé, qui m'a filmé moi. Donc il a pris mon appareil et il s'est mis à me filmer pendant 4 jours en me suivant. Parce qu'il faisait, il faisait lui-même le chemin, mais comme il trouvait ça génial, cette idée... Moi, il me fallait entre guillemets, des rushs du chemin, quoi. Moi, j'avais fait beaucoup d'interviews et lui, il m'a beaucoup aidée. Donc il y a eu des aides envoyées comme ça de l'univers. Tout s'est aligné pour que j'aille au bout de ce film. Et en fait, j'en ai fait un film de 28 minutes. Ça a été très difficile pour moi d'aller au bout. Enfin, ça a été difficile finalement de... Je me suis rendu compte que entre publier des interviews et faire un film, il y a une grosse différence. Et ça m'a demandé aussi beaucoup de... Enfin, j'ai continué à me perfectionner, à me former au montage vidéo, etc. J'ai tout monté moi-même. Et ça a été tout un cheminement. Et... ce film en fait a été projeté dans une petite... dans une salle quand même, je vais pas dire petite, mais il y avait 90 personnes, donc c'est plutôt cool, par une association qui s'appelle Aventure au bout du monde, là à Paris, le 17 novembre, ouais c'est ça, en novembre. Et là je suis en train de voir pour qu'il soit projeté à d'autres endroits, à Paris et autres. Le titre du film, juste. Il s'appelle Chemin de vie, donc chemin avec S, virgule, marcher vers son essentiel. Et c'est un film en fait où j'interviewe des pèlerins en leur demandant pourquoi ils marchent, et ça parle vraiment de cette génération de gens qui se posent des questions et qui ont envie finalement de prendre un sac à dos. Finalement prendre un sac à dos et marcher, c'est un geste qui en dit très long, qui dit voilà, j'ai envie d'expérimenter une autre façon de vivre. Pourquoi est-ce que toi t'as voulu partir sur le chemin de Compostelle? Parce que finalement c'est quand même spécial, t'aurais pu aller en Asie. C'est une bonne question. En plus t'es partie d'Alsace, c'est ça, c'est un peu fou quoi. C'est quoi, c'est 2000 km? 2000 km, ouais. J'avais besoin de liberté, j'avais besoin de temps et j'avais besoin de nature et j'avais envie de rencontrer des gens. Et j'avais envie d'avoir une sorte de ligne directrice. En fait, j'avais l'impression que si je repartais à voyager par exemple, j'aurais pu aller au bord d'une plage ou autre. En fait, peut-être que cette fois-ci, j'avais envie de plus de structure. En fait, le chemin, ça me permettait tous les jours d'avoir une sorte de direction. Je trouvais qu'il y avait un côté sympa. Et puis même en partant d'Alsace, partant de là où j'ai grandi, ça me donnait l'impression finalement de partir de ma région. En fait, j'ai bien aimé, il y a eu ce côté challenge et je me suis dit que ça répondait un peu à tous ces critères-là. Et puis il y avait aussi le côté spirituel. En fait, j'avais forcément aussi les questionnements, on va dire, global, spirituels, même si je me considère pas forcément dans la religion. Mais c'est un chemin où il y a aussi beaucoup de gens qui se questionnent à ce niveau-là. Je sais qu'il y avait des rencontres intéressantes à faire. Et ça a été le cas, ça a été très riche en rencontres. Ça a été dur parce que je sais pas j'ai du mal à imaginer 2000 km ça a été, de marche. Si, alors ça a été tout un cheminement de moments où j'en avais marre de marcher, où j'ai continué finalement quand même. Ça a été une sorte de combat entre plusieurs parts de moi, la part de moi qui avait pas envie, la part de moi qui avait envie. Ça a mis à jour des questionnements aussi, encore que j'ai toujours, mais en fait ça a été, on va dire, un travail une sorte de... ça a été un chemin, quoi. Et d'ailleurs, j'ai eu des moments où je voulais arrêter, etc. Mais oui, ça n'a pas été facile tous les jours. En fait, je trouve ça magnifique de se poser toutes ces questions et je pense que c'est important. Mais en fait, il y a toujours la dérive, et c'est ce que moi j'ai vécu, de tomber dans un questionnement sans fin, quoi. Et en fait, j'ai eu l'impression d'avoir un mental qui allait à 300 à l'heure, de partir dans des réflexions et de pas réussir à me dépatouiller de tout ça et de lâcher tout ça, et ça a été super difficile de gérer ça. Je pense que dans toute chose, il y a une juste mesure, et je pense que moi, c'est ma tendance à tout questionner tout le temps. Et à la fois, je pense que c'est une grande qualité, parce que c'est ce qui m'a permis de faire plein de choses. Enfin, c'est ce qui m'a permis de prendre des vraies décisions radicales, de changement de vie, même si ça me faisait peur. De sortir rien que du moule. Sortir du moule, ça me permet d'être toujours alerte, toujours dans cette envie de donner du sens. L'autre chose que j'ai pu constater, c'est que parfois ça prenait trop de place. Et c'est tout un apprentissage de gérer ça. Et je me rends compte que parfois j'ai besoin de faire des choses qui vont un peu calmer le mental. Et c'est pas facile en fait. Ouais, je comprends. Parfois je me rends compte que les réponses elles arrivent plus tard, et il y avait juste à être un peu plus patient, et ça allait se résoudre soi-même. En fait, parfois je tombe trop dans l'envie de... Par exemple, là aujourd'hui, je suis en chemin vers ce... En fait, je pense que je serai toujours en chemin. C'est une très bonne question, vers quoi? Alors, l'objectif que je me suis fixé, ce que je te disais avant, c'est
de faire un travail, enfin d'avoir une vie où je peux apporter des choses à la société avec joie, dans la liberté, et que ça me permette d'avoir assez d'argent pour satisfaire mes besoins. Et surtout, j'ai envie de vivre plus dans la nature, donc là j'ai cette envie peut-être de vivre dans une maison pas loin d'une forêt. T'es revenue à Paris. Et quitter Paris, ça c'est clair. Ça c'est clair. Voilà, vivre plus proche de la nature, en tout cas pouvoir me dire je vais me faire une balade en forêt, ça c'est génial. Donc voilà mon objectif. Et après, donc j'allais dire oui, j'ai envie de ça, mais j'ai conscience que dans la vie on n'est jamais, enfin rien n'est acquis quoi. Enfin, ça se trouve, à un moment dans 5 ans je te dirais c'est bon, voilà j'ai atteint ça, mais maintenant j'ai un autre challenge, c'est ça, et je vais être dans ce challenge là. Donc je me rends compte que de vivre sa vie, sa vraie vie, comme le nom de ton podcast, je pense que c'est un cheminement qui prend une vie et que en fait parfois, ce que j'allais dire c'est que parfois je me pose trop de questions et je veux tout résoudre et je veux que ça aille vite et parfois je reviens, je me rends compte que juste être en chemin c'est déjà suffisant et c'est déjà génial. Et surtout, ce qui compte, c'est d'avoir de la joie en chemin, quoi. C'est de profiter du chemin. Vivre le moment présent. Oui, c'est ça. N'est-ce pas? C'est ça. Et alors, justement, tu as une question que tu poses beaucoup aux pèlerins que tu rencontres, et j'aimerais du coup te la poser aussi. Oui. C'est qu'est-ce que le chemin t'a apporté? Le chemin m'a apporté... je pense qu'il m'a apporté plus de connaissance de moi-même. Plus de connaissance de ce que j'ai envie de faire dans ma vie, sachant que je le fais déjà. En fait, pareil, j'aime pas la notion de trouver sa voie. C'est trop bizarre quand on le dit parce que je pense qu'il n'y a pas qu'une seule voie et je pense que c'est tout un chemin. Mais ce que le chemin m'a apporté, je pense, c'est aussi plus de tolérance envers moi-même. Parce qu'il y a vraiment eu des moments difficiles où je me rendais compte que j'étais dans ma vulnérabilité, quoi. Dans mon idéalisme, j'avais des jours où j'avais juste pas envie de réserver d'hôtel pour le... Enfin, d'hôtel, j'étais jamais en hôtel, mais je veux dire d'auberge, de lieu où dormir pour le soir. Et ça m'est arrivé de me retrouver à être perdue dans une forêt avec la nuit qui était en train de tomber. Au début, j'avais une tente, mais je l'ai lâchée parce que ça me prenait trop de poids. J'avais besoin de me délester, en fait. Ça me lastait trop. Et donc j'avais plus de tente à ce moment-là et je voulais expérimenter la confiance, c'est-à-dire vraiment marcher et voir ce qui se passe. Et ça a un peu marché à un moment. J'ai eu des trucs de fous qui me sont arrivés, genre me promener dans la rue, rencontrer une personne qui me propose de m'héberger pour le soir, des histoires de fous quoi. Des histoires de dingue. Et en fait à un moment j'ai marché avec un pèlerin, on était tous les deux là-dedans. On a marché 6 jours ensemble. Et 5 jours sur 6, on a été logés par des gens et on savait pas où on allait dormir le soir, en fait. Et alors tu l'as rencontré comme ça? Ça se faisait tout le temps comme ça, en fait. Donc on marchait, et dès qu'on commençait à être fatigué de marcher, en fait, on se disait, on fait comme une demande à l'univers de dire on cherche un logement, mais genre on s'ouvrait à la possibilité de trouver un logement. D'accord. Et tout en marchant, en fait, on regardait autour de nous, et puis on voyait des gens dans leur jardin, et on commençait à leur parler. On mentionnait qu'on était pèlerins et qu'on cherchait un endroit où dormir. Donc la personne, elle se sentait libre de refuser. Bien sûr, elle pouvait refuser. En fait, les 5 premiers jours, on avait eu quelques refus au passage, mais on a toujours trouvé quand même des gens qui nous ont hébergés. Donc on leur cuisinait ce qu'on ramassait dans la nature. En fait, on ramassait énormément dans la nature, on ramassait des orties beaucoup, faire de la soupe d'ortie. C'était en France? Oui, c'était à ce moment-là, c'était en Franche-Comté. Ah ouais. On ramassait des trucs qu'on trouvait, des pommes, des noisettes, des châtaignes, parfois on trouvait des tomates. Et donc en fait on arrivait chez les gens et l'idée qu'on avait c'était que ça soit dans le partage, donc on cuisinait de la soupe d'ortie, on cuisinait ce qu'on avait dans le sac et on repartait le lendemain. Et ça s'est plutôt bien passé pendant 5 jours, sauf que la 6e nuit ça s'est mal passé. On n'a pas trouvé ces personnes-là qui pouvaient nous aider. D'accord. Et on s'est mis à carrément... C'est la première fois de ma vie que j'ai fait ça. On a sonné chez deux personnes seulement, juste pour demander d'être hébergés. Et mais la 6e nuit, on a eu des refus et on a dormi dehors, sans tente. Parce que vous avez pas insisté, c'est ça, ou parce que vous je pense qu'il était quand même tard à ce moment-là. Ouais. Il devait être 20h, on pouvait plus on osait 21h je crois. Et on n'osait plus, on en avait marre et on a dormi sur une botte de foin. C'est hyper confortable. Moi, j'ai adoré expérimenter ça, mais j'ai bien pris conscience, c'est pour ça que tu me disais qu'est-ce que le chemin t'a apporté. En fait, j'ai pris conscience des limites de ce modèle-là, parce qu'en fait, concrètement, ça m'a aussi mis dans des situations extrêmement difficiles, extrêmement compliquées. Donc, d'ailleurs, quand j'ai été seule et quand je me suis perdue dans la forêt et que j'avais nulle part où dormir,
Ce qui m'a permis de m'en sortir, ça a été finalement d'activer la 3G de mon téléphone. Moi qui voulais pas utiliser de téléphone sur le chemin, ça questionne hein, sur la liberté. Donc j'ai pu sortir de la forêt, à ce moment-là j'ai fait de l'autostop. Quelqu'un m'a ramené à la prochaine ville et là j'ai dû me payer l'hôtel de la ville parce que je voulais pas dormir sur un banc. Ouais. Mais tout ça pour dire qu'en fait j'ai vraiment été face à ma vulnérabilité en fait. Je me suis vraiment rendu compte que j'étais hyper idéaliste dans comment je voulais vivre, mais qu'il y avait quand même un peu un principe de réalité et que finalement, la part de moi qui voulait rien planifier, être vraiment dans le flow, ben, peut-être que cette part, elle avait un côté un peu tortionnaire aussi, parce que j'étais dans l'excès de cette part-là, et que, je sais pas, et que il y avait tout un équilibre à trouver. Et pareil, la semaine où on mangeait chez les gens, et voilà, on s'était fixé la règle de pas dépenser trop d'argent, enfin limite de rien dépenser du tout. Et ça m'a aussi un peu affaiblie physiquement, parce que je pense que j'ai certains besoins aussi en termes de calories, surtout quand on marche. Oui. Bon, mon corps avait pas un effort physique. Énorme. Si tu prends pas de... Et pareil pour l'eau, comment est-ce que vous faisiez? L'eau, ça allait, parce qu'en fait, l'eau, t'en trouves partout. On remplissait notre eau dans les cimetières. T'as de l'eau potable dans les cimetières. Ah, c'est potable. Ouais, c'est potable. Dans l'eau, il n'y a aucun souci. Ah, la France. L'eau, t'en trouves partout. La France, c'est super pour ça. Ouais. L'eau, il n'y avait aucun souci, donc on buvait beaucoup d'eau quand même. Mais en fait, je sais pas, tu vois, je me rends compte après ce chemin que c'est comme s'il y avait plusieurs parts en moi. Une part en moi qui a besoin de liberté, une part en moi qui a besoin de stabilité. Et j'ai l'impression que ces deux parts, il faut que je les honore les deux. Enfin, en gros, là, j'étais un peu trop dans tout liberté absolue. En fait, je me suis rendu compte qu'au fond, ça c'était pas complètement ok non plus. Enfin, d'être trop libre. Ouais. Et d'ailleurs, trop de liberté, ça peut aussi me faire perdre un peu mon ancrage et ça peut me faire... En fait, c'est tout un équilibre et je pense qu'il est différent pour chacun. En fait. Il est difficile à trouver aussi. Il est super difficile à trouver. Il y a une expression comme ça, avec l'homme est partagé, mais je sais oui, plus. entre la pirogue et... C'est ça. Et l'arbre. Et l'arbre qui sert à faire la pirogue, un truc comme ça. Tout à fait. Il faudrait que je retrouverais cette expression. Oui, c'est tout à fait ça, jusqu'à ce qu'ils te rendent compte que l'arbre permet de faire la pirogue, permet de fabriquer une pirogue. Ouais. Et ça me parle beaucoup parce que je pense que... En fait, moi, je sais que même dans mon cheminement de changement de vie, ça a été une forme de... En fait, ça a été la stabilité, on va dire, financière et à d'autres niveaux, qui m'a aussi donné la force d'aller vers cette liberté et de voyager et de mettre en place d'autres projets. En fait, c'est ça qui est très paradoxal dans tout ce cheminement, quoi. En fait, je pense que chaque épreuve, enfin chaque situation, c'est une occasion d'aller vers plus de vérité, en fait. Et du coup, mais ce qu'on pourra jamais savoir, c'est l'impact de nos décisions. Moi, je me pose les mêmes questions. Hein. Et ce qui est complexe aussi, c'est que nous, en fait, on change aussi. Parce qu'on est, en fait, on est transformé par la vie elle-même. Enfin, par les voyages. Ouais. Aussi. On est transformé par ce qu'on vit, donc tout ça, c'est assez mystérieux. Enfin, à la fois, c'est simple, à la fois, c'est compliqué. Ce qui est certain, je pense ce qui est certain, c'est vraiment d'essayer d'ouvrir les... Enfin, moi, j'essaye de garder les yeux ouverts sur ce dont je parlais avant, de garder les yeux ouverts sur les dérives possibles à chaque instant des schémas dans lesquels je suis. En fait, ce qui est difficile parfois, c'est que je vois des gens sur internet et j'ai l'impression qu'ils ont vraiment la vie que je rêve d'avoir. Et ça me... Enfin, à chaque fois, en même temps, je suis hyper heureuse de voir que ça existe et en même temps, j'ai une petite forme de jalousie en me disant, moi, j'en suis pas là. Enfin, en fait, ça me ramène à moi et je me dis, ok, j'en suis pas là. Mais en fait, je pense qu'on a... En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on est vraiment... À la fois, on va dans la même direction et à la fois, on est quand même tous uniques. Donc, on a tous, en fait, un chemin propre à nous et des épreuves aussi qui sont là et qui sont, je pense, parfaites pour nous faire comprendre des choses. Et voilà, je pense du coup c'est important de pas trop se comparer et de... Ces personnes-là, en fait, qui aujourd'hui montrent qu'elles ont réussi, peut-être qu'elles aussi, elles sont passées par des épreuves difficiles et on ne sait pas, en fait. Complètement. C'est ça, c'est difficile de comparer, complètement. En fait. Du coup, suite à ces 4 mois sur le chemin, t'as poursuivi en fait ton voyage parce que t'avais 1 an de break. Et donc tu t'es rendue en Inde. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? T'as rencontré un médecin, je crois. Oui, alors donc après le voyage, le chemin de Compostelle, j'ai fait 2 mois dans un centre d'addictologie en Alsace. Ça fait partie du voyage aussi. Oui, c'est vrai. T'es revenue d'Espagne. Ouais. En fait, je suis restée un petit peu en Alsace et à ce moment-là, j'ai trouvé un stage auprès d'un psychologue dans un centre d'addictologie pour me mettre à nouveau les pieds dans la psychologie. Et c'est après que je suis partie en Inde. Et là, je suis partie en Inde pour plein de raisons. En fait,
Je me suis toujours intéressée à la santé mentale, physique. Finalement, j'ai toujours voulu être en bonne santé. Enfin, c'est quelque chose de très important pour moi. Je me suis toujours demandé... Enfin, en fait, toutes les fois où je me sens affaiblie physiquement, je me dis, il y a quelque chose qui sonne faux. On n'arrive pas à accepter parfois Par exemple, si je travaille énormément, j'arrive pas à accepter d'être affaiblie. Je me dis qu'il y a peut-être un bug, il y a un manque d'équilibre. Voilà, j'ai un truc avec la santé en fait, qui est hyper fort. Et en fait, depuis quelques années, j'ai des petits soucis de digestion, voilà, je pense comme beaucoup de gens, mais je me rends compte de l'impact des aliments sur moi, je me rends compte de l'impact aussi de plein de choses sur mon corps. Et puis aussi l'impact de la fatigue Enfin, je me rends compte que je suis beaucoup fatiguée, souvent fatiguée, surtout dans des grandes villes. Donc en fait, j'ai voulu faire ce qu'on appelle une cure d'Ayurveda pour mettre les compteurs à zéro et pour améliorer ma santé, en fait. Voilà, physique et psychique, parce qu'en fait, il y a aussi toute une partie méditation, yoga dans l'Ayurveda. Génial. Et c'était les conseils d'une amie, elle avait été allée dans ce centre d'Ayurveda qui est en plein milieu du Kerala, dans les montagnes. Donc je suis allée là-bas, et là-bas, il y avait un médecin ayurvédique qui est super, et d'ailleurs, je l'ai interviewé pour ma page, j'ai fait une petite série d'interviews que j'ai publiée. Et alors après, sur cette cure d'Ayurveda, en fait, à la fois... Moi, j'ai un côté, je pense que c'est dans ma personnalité, mais je suis vraiment... je pense que j'ai... à la fois, je suis optimiste, mais à la fois, je suis assez... j'ai beaucoup de discernement. Enfin, je peux critiquer facilement ce que je vis, mais pas forcément négativement. Mais en fait, je me suis quand même rendu compte que... Enfin... En tout cas, ce que j'ai senti, c'est que les intestins des personnes qui vivent en Inde sont pas les mêmes que les intestins des Français. Alors ça, c'est qu'ils mangent épicé, peut-être. Alors je pense qu'en fait, il y a un truc dans les gènes, il y a un truc au niveau de l'ADN qui fait qu'ils sont pas foutus pareil. Et je pense cette cure d'Ayurveda m'a fait beaucoup de bien, mais que ça n'a pas vraiment résolu le problème de fond que j'avais, que je suis en train de résoudre aujourd'hui, avec plutôt une médecine... on va dire naturopathique, enfin différents courants qui se mélangent. Parce que l'Ayurveda, c'est quoi en fait? C'est les plantes, c'est quoi? L'Ayurveda, c'est une médecine vraiment ancestrale qui peut guérir par plein de moyens différents. Donc il y a les plantes, en fait c'est forcément naturel, mais elle inclut aussi les massages, par exemple les massages de l'huile de sésame, c'est hyper présent dans l'Ayurveda. Le yoga fait partie de l'Ayurveda. D'ailleurs, à la base, ça faisait partie de l'Ayurveda. Mais aujourd'hui, on considère que c'est deux choses séparées, mais c'est né de l'Ayurveda, en fait, d'après ce que j'ai compris. La méditation aussi. En gros, l'Ayurveda, c'est un ensemble de choses qui contribuent à une meilleure vitalité, une meilleure santé. Et ça inclut les décoctions de plantes. Ça inclut évidemment une alimentation qui correspond à notre constitution. Comme je disais, il y a une constitution différente pour chacun. Et donc là-bas, j'ai pu vraiment faire j'ai pu faire pas mal de yoga, j'avais une alimentation ayurvédique qui correspondait parfaitement à ma constitution, et pourtant, en retournant en France, mes problèmes intestinaux sont revenus. Alors je pense aussi que c'est lié à l'anxiété, hein, ça c'est un autre sujet, ça c'est évident, c'est lié à l'anxiété. Est-ce que t'es revenue aussi à Paris, c'est ça? Ouais, je suis revenue à Paris, ouais. Parce qu'après, je me suis dit que j'allais continuer mon master de psycho, et je me suis réinstallée à Paris. Donc je pense qu'il y a eu... Mais voilà, mais c'était super intéressant en fait. Enfin, moi, je suis vraiment contente de l'avoir vécu, parce que du coup, j'ai pu mieux comprendre cette médecine-là. En fait, je me dis, on a tous... je me dis, c'est un chemin, et on a tous des choses dans lesquelles on va piocher, qui nous aident. Il y a quand même des beaux outils que ça m'a apporté, l'Ayurveda, qui aujourd'hui me servent. C'est juste que je pense que ça m'a pas... J'attendais trop de choses, et ça m'a pas répondu à tout, quoi. Aujourd'hui, tu es de retour à Paris. Quels sont tes projets maintenant ? Et est-ce que tu as des projets de voyage dans le futur, éventuellement ? Parce que tu disais, du coup, tu es un peu entre la stabilité et la liberté. Alors, oui, je suis de retour à Paris, et j'étudie la psychologie en Master 1. Et à côté de ça, je continue mes interviews quand j'ai le temps, et je continue d'alimenter ma page Facebook Across the World, et je m'ouvre toujours à plein de possibilités, à plein de nouveaux projets. Et en termes de voyage, en fait, je pense que j'ai besoin, et que je suis peut-être pas la seule, mais régulièrement de me reconnecter à cette énergie du voyage, à l'énergie du mouvement. J'en ai besoin, en fait. Ça fait partie de mon équilibre. Ça doit être dur de reprendre des études. Au début, je disais beaucoup aux gens que ça allait. En effet, je le vivais bien parce que ça m'intéressait, c'était une bouffée d'oxygène. Je découvrais une nouvelle
je découvrais la psychologie. Et puis comme je lisais moi-même des livres de psycho à côté, je voyais ça presque comme une sorte de hobby. Mais là, maintenant, oui, je peux dire que c'est difficile. Enfin, en master, ça commence à être plus compliqué. Et puis, voilà, ça implique plein de questionnements parce que si je deviens psychologue, je me vois pas du tout appliquer ce qu'on apprend. Je me vois appliquer une forme de psychologie qui serait peut-être plus... En fait, j'ai l'impression que ce qu'on apprend en cours, il y a un côté... il y a des choses... J'adhère pas à tout, donc je serais plus à ma sauce. Mais... Oui. Et après, dans cette vie-là, en termes de tâches concrètes... Oui. Je me voyais faire, donc d'une part, des podcasts. Ah, voilà. Des podcasts et des interviews, Ouais, peut-être, un peu comme ce que tu fais. Ouais. Voilà. Alors, peut-être même faire des animations je m'étais dit, de radio sur ces domaines-là. Enfin, tu vois, je me dis tout est possible. Après, je m'étais dit, je pourrais aussi faire des consultations psy dans ce package. Et aussi, je m'étais dit après, ça c'est le côté un peu plus rationnel qui parle, mais qui en même temps fait partie de moi. Les compétences que j'ai pu acquérir entre guillemets dans mon ancien taf, un peu de gestion de projet, budget, je me suis dit je pourrais peut-être faire des petites choses en freelance aussi dans ce genre-là. Voilà l'idée que... Mixer un peu tout. Mixer plusieurs choses. Tu disais. Slasheuse, voilà, tout à fait. Voilà mon projet en gros. D'accord. J'ai deux petites questions pour finir. Une question que tu connais. Quel message laisserais-tu à ton jeune toi d'il y a 5 ans? Waouh, c'est une super bonne question. N'est-ce pas? Oui, j'avoue. Le message que je laisserais à mon jeune moi d'il y a 5 ans. Alors, je vais me replacer. Parce que en fait, à chaque fois qu'on me la pose, je réponds différemment. Parce que je me laisse déjà poser à moi-même en écrivant un article. Donc là, on en 2018, c'était en 2013. Oh là là. Il y a 5 ans, c'était l'automne 2013. Je commençais mes questionnements, Ouais. j'allais m'inscrire en psycho à distance et tout. Donc ce que je me dirais, c'est fais-toi confiance, suis ce qui te paraît juste et ne t'inquiète pas parce que quoi qu'il t'arrivera, ça se résoudra en fait. Enfin, je me dirais vraiment t'inquiète pas, qu'importe les difficultés, les épreuves que tu traverses, que tu traverseras ou que tu traverses, ça fait partie du process et ça fait partie de tes expériences de vie et tu en sortiras plus forte et plus lumineuse et plus proche de ta vérité. C'est une belle réflexion. Et du coup, la dernière question, qui est la question du podcast, qui s'appelle De vraie vie. Et ma question, donc, c'est ça t'évoque quoi quand je parle de la vraie vie? Alors, qu'est-ce que c'est drôle parce que ce qui me vient là maintenant, c'est la phrase qu'on m'a beaucoup dit en mode... En fait, en fait, autour de moi, il y a des gens qui ont utilisé le terme vraie vie pour me dire la vraie vie, c'est travailler de 8h à 18h dans des métiers, acheter sa maison, faire des enfants, se marier. Enfin, on m'a beaucoup dit, ça, et c'est pas ça la vraie vie, ce que tu vis là, c'est pas la vraie vie. Ce que ça m'évoque de vraie vie aujourd'hui, c'est vraiment vivre une vie selon sa vérité, son essence, ce qui est important pour nous. Pour moi, vivre une vraie vie, c'est vivre une vie qui a du sens pour nous et qui est acceptable aussi pour nous en termes de rythme de vie, puisque je parlais beaucoup des besoins, de mode de vie, que ce soit une vie qui nous rend joyeux et qui surtout qui nous permet de rester en bonne santé, parce que voilà, moi j'ai l'impression que la vie que je vivais avant, elle m'éteignait à petit feu en termes de santé physique, psychique. En fait, la vraie vie, comme elle se connecte à notre essence profonde de qui on est, elle est forcément, pour moi en tout cas, ce serait quelque chose de connecté aussi à la nature. Voilà. Tu vas bien vers ton essentiel, quoi. Ouais, vers mon essentiel et vers quelque chose qui... Pour moi, il y a des choses qui me paraissent fake dans la vie un peu conventionnelle. Je trouve ça bizarre, par exemple, de voir les gens seuls dans leur voiture pour aller travailler à la même heure tous les jours. Il y a quelque chose dans le même bureau. Dans le même bureau, il y a quelque chose je trouve, une forme d'engrenage là-dedans. Et je trouve qu'une vraie vie, c'est une vie qui répond à un rythme biologique aussi, qui répond aux inspirations du moment, par exemple. Qui est pas soumise à des obligations, on va dire, trop rigides. Se lever à telle heure, et aller à tel endroit. Merci beaucoup, Pauline. Mais de rien, Anastasia, ça m'a fait super plaisir de faire ce podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode de De vraie vie.
Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à me laisser quelques étoiles sur iTunes. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux, Instagram, Twitter ou Facebook, @devraivie. À bientôt!